Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 436 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour parler de la 4e semaine de la saison régulière NFL 2021. Déjà 4 semaines à mes côtés, Victor Roulier. Bonjour Victor. Bonjour Alain, bonjour à tous. Déjà 4 semaines, ça passe vite quand même. Bon, il y en a plus cette année, il y en a 18. Oui, mais c'est toujours comme ça. On attend pendant des mois, ça paraît interminable. Et quand c'est là, en fait, on n'a pas le temps de cligner des yeux qu'on est à un quart de la saison. C'est ça. Débat, affiche, prono, cote, c'est la formule de l'émission du jeudi, vous le savez. Cette semaine, on va mettre en lumière des équipes dont on a moins parlé en début de saison dans cette émission. Les Panthers et les Broncos dans le débat, les Dolphins et les Colts dans l'affiche de la semaine. Premier petit jingle et on parle de tout ça. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. J'aime bien voir Victor bouger les épaules comme s'il était à Cuba un peu. Ah, mais tu m'ambiances. T'as vu, il y a une petite vibe vacances. Ça tombe bien parce que c'est quand même le premier jour où il fait froid sur une bonne partie de la France, là, au moment où on enregistre. Enfin, je sais pas pour toi, mais... Oui, pour toi. Moi, je suis un peu plus au sud. J'ai un peu plus vrai. de chance que toi. Mais... C'est vrai. Bon, moi, le mercure est bien descendu, là. On commence à penser à allumer le chauffage et vous entendez peut-être dans ma voix, et je m'en excuse, il y a un petit peu de crève. 3 victoires, aucune défaite. Les Panthers et les Broncos font partie du groupe de 5 équipes invaincues après 3 semaines. Mais on va pas le cacher, pour eux, on s'y attendait quand même un peu moins. Est-ce que ces équipes ont une chance d'aller vraiment loin? Jusqu'où? C'est la question du jour pour nous. On va commencer par les Panthers, Victor. Sam Darnold est évidemment sur le devant de la scène, mais est-ce que c'est pas avant tout un succès basé sur la défense? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le verra, c'est un peu commun aux deux. Mais en effet, les Panthers avaient fait une draft 2020 totalement défensive. Donc, il faut le temps, évidemment, pour les joueurs de s'acclimater à la NFL. Mais on voit aujourd'hui que les joueurs se sont bien acclimatés. Derrick Brown, alors on peut même revenir sur Brian Burns, qui est vraiment en train d'exploser. Enfin, tous ces joueurs-là dont on savait qu'ils avaient du talent, ils sont en train d'exploser. Hassan Reddick, le fameux qui a eu beaucoup de saisons compliquées, puis une dernière saison où il a explosé aux Cardinals. Apparemment, là, c'est bon. Il a pris la mesure de la NFL. Clairement, je crois qu'il est à 4 sacs et demi déjà depuis le début de la saison. Enfin, c'est vraiment très bon. Globalement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premier en nombre de yards, 15,2 drives qui finissent en score de l'adversaire, donc c'est premier ou deuxième de la ligue. Premier en DVOA, si on va en stats avancées. Enfin, ils sont partout. Il leur manque juste les turnovers, mais ils font tellement de sacs, ils font perdre tellement de terrain aux équipes que c'est pas grave. Et en soi, la seule chose qui pouvait embêter dans cette défense, c'est la blessure de Jesse Horn, qui était de 8e choix de draft, qui était excellent depuis le début de la saison. Et ils ont pris CJ Anderson contre une bouchée de pain aux Jaguars, qui, je pense, est une super idée. Donc, bravo à la défense et bravo au coaching qui arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. Ça peut même être un pari d'avenir du coup Anderson, parce que ça leur donne Horn Anderson pour les saisons à venir. Ça peut être très intéressant. Tu l'as dit, tous les voyants sont ouverts statistiquement, 191 yards autorisés par match, premier sur les sacs aussi avec 14 sacs. Donc, c'est déjà une très bonne base. Est-ce que derrière, l'attaque de Sam Darnold pourra aller chercher les matchs où la défense aura un peu plus de mal? Ça va être la question du coup maintenant. Darnold est à 68% de passes complétées, 888 yards, 3 touchdowns, une interception. Donc, il ne flambe pas, mais il fait le boulot. Il a des receveurs. La question maintenant, c'est de savoir s'il peut s'en sortir sans Christian McCaffrey, du coup, puisque McCaffrey est déjà blessé, a priori 2-3 semaines. Mais il y aura un petit test quand même. Oui, a priori, seulement 2-3 semaines. Le problème, c'est que vu son historique de blessures sur les 18 derniers mois, on ne peut pas être vraiment optimiste. Dieu sait que j'adore McCaffrey, mais on ne peut pas être optimiste. Moi, si je schématise cette attaque, il y a un gros point fort qui est les skill players. Donc, au niveau des receveurs, DJ Moore, Robbie Anderson, Terrace Marshall,
Enfin, je veux dire, globalement, tu ne peux pas faire beaucoup mieux que ça. Il y a un moment, il faut se dire. Et du coup, c'est vrai, McCaffrey, quand il est là, et même Chuba Hubbard, le rookie qui n'est pas mauvais, il y a un gros point faible qui est la ligne offensive. Parce que Darnold, il s'en sort pour l'instant. Mais Dieu sait que cette ligne offensive, elle fait peur, surtout à gauche. Cam Erving et je crois que c'est Dennis Daly, l'autre, ça fait très peur. Globalement, il s'est pris beaucoup de pression contre une équipe de Houston qui n'est pas non plus réputée comme ayant un front seven extraordinaire. Donc ça peut coûter beaucoup de matchs. Donc attention. Et au milieu de tout ça, il y a le facteur X, Sam Darnold. Et c'est vrai que Sam Darnold... J'ai l'impression que c'est plus la ligne que Darnold, le facteur X, non, à t'entendre. La ligne, je pense qu'elle sera mauvaise. À quel point elle sera mauvaise, c'est une chose. Mais Sam Darnold, même si sa ligne prend l'eau, il a les receveurs pour jouer rapide. Ouais. Il a les Moore, les Anderson, ça peut faire de séparation rapidement, ça peut jouer sur des screens, etc. Il a des joueurs pour, donc au moins, ça compense un petit peu. Donc, s'il continue à jouer simple, à ne pas déconnecter mentalement, à ne pas faire d'erreur, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Surtout que, quand même, il faut voir leur calendrier. Leur calendrier à venir, parce que bon, ils ont battu les Jets et Houston, c'est pas impressionnant, ils ont battu les Saints quand même, qui sont à 2-1. Mais leur calendrier à venir, alors il y a Dallas, ok. Derrière, c'est Philadelphie, Minnesota, les Giants, Atlanta et les Patriots. Ouais, oui, ça peut dérouler. Hein. Franchement, il y a du match à prendre. Ouais, carrément. Donc moi, je suis assez optimiste pour cette équipe, vraiment. Et je trouve qu'elle est extrêmement bien coachée. Moi, je suis un fan de Matt Rhule. Il fait ce qu'il a fait en université, c'est-à-dire une première saison où il a scanné l'équipe. Et dès la deuxième saison, ça progresse. Il a fait ça à Temple, il a fait ça à Baylor. C'est sa patte et ça marche. Alors, est-ce que dans l'autre conférence, en AFC, les Broncos ont un peu le même profil, c'est-à-dire bonne défense, attaque avec des cibles et un quarterback qui tient la baraque, ou alors est-ce qu'on peut dire que l'attaque des Broncos est un peu plus forte? Alors, elle n'a pas une énorme faiblesse, comme peut l'avoir Carolina. C'est-à-dire qu'elle est très équilibrée, cette attaque. Elle serait même, à mon avis, excellente s'ils ne commençaient pas à avoir des blessures assez problématiques comme Jerry Jeudy et KJ Hamler. KJ Hamler, c'est pour la saison et Jerry Jeudy, c'est encore 4-5 semaines, on ne sait pas trop. Ouais. Mais on l'avait dit avant le début de la saison. Sur le papier, hors quarterback, on a une top 5 attaque. Je veux dire, il y a des joueurs sur la ligne qui font la différence. Garrett Bowles, c'est toujours rayonnant. Cushenberry s'est repris. Miners, pour un rookie, c'est très bien. Je veux dire, Noah Fent, Courtland Sutton, Javonte Williams, Melvin Gordon. Tous les joueurs donnent le maximum en attaque. Et surtout, petit hommage quand même à Tim Patrick, qui n'est pas celui dont on parle le plus en général, mais qui n'est pas sexy dans sa façon de jouer. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace ? Vraiment une grosse attaque. Et puis là encore, enfin, on n'est pas étonné quand on parle des Broncos, c'est un peu dans leur ADN. Mais alors la défense est juste monstrueuse. Alors, pour finir sur l'attaque, donc ils ont la 8e attaque au sol. Hein. C'est complet. En effet, tu le disais, je trouve que cette précision était importante parce qu'on parle beaucoup de Teddy Bridgewater, mais il est bien complété par une attaque au sol qui est là pour l'instant avec plusieurs mecs qui se relayent. Lui, il n'est pas exceptionnel. 4 touchdowns, 0 interception, 827 yards, 76% de passes complétées. Il n'est pas exceptionnel, un peu comme on disait de Darnold, parce qu'on est dans une époque où les quarterbacks NFL, ils peuvent en lancer 4 par match, des touchdowns, donc 4 en 3 matchs. C'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est quand même la différence aussi avec l'an dernier, quoi. C'est-à-dire que Drew Lock, il vendangeait des matchs. Bridgewater, il ne sera jamais exceptionnel, mais il ne te flinguera jamais, a priori. C'est ça. Bridgewater, pour moi, j'aime beaucoup dans cette attaque parce qu'en effet, il ne te fera pas gagner des matchs à lui tout seul, ou en tout cas, c'est très improbable. Par contre, il te les fera très certainement, il ne te les fera pas perdre, il ne te les fera pas gagner, mais il peut magnifier une bonne équipe autour de lui. Il l'avait fait aux Saints. Ils font 4-0, je crois, quand il remplace Breeze ou quelque chose comme ça. Donc, on l'a vu, quand il est bien entouré, il peut donner le meilleur de ses équipes. Et surtout, moi qui avais tendance à dire aux Panthers, si tu peux lancer à plus de 10 yards, ça serait bien. Il fait pas mal de lancers profonds. Ça ne sera jamais sa spécialité. Mais je trouve qu'il diversifie un peu son jeu et ça se passe bien. Donc, vraiment, belle surprise. Oui, d'ailleurs, c'est un peu le fait sympa de parler de ces deux équipes, c'est que c'est des destins croisés, puisque Bridgewater était le quarterback des Panthers l'an dernier et qui se retrouve à Denver. Donc, la défense, tu l'as dit, deuxième sur les yards, première sur les points encaissés. Von Miller déjà à 4 sacs qui revient. Il y a une grosse couverture aérienne derrière. Très bien.
c'est le moment où je fais le rabat-joie. Ils ont donc tenu Daniel Jones, Trevor Lawrence et Zach Wilson. Bon, ils ont encaissé 26 points en 3 matchs, aucun contre les Jets. Est-ce que... Alors, c'est la NFL, donc moi, on ne va pas évidemment diminuer totalement le truc, mais est-ce que ça demande validation? Est-ce qu'il y a les outils? Parce que c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait les outils pour faire bien contre des plus grosses équipes, et qu'on l'ait vu sur ces 3 matchs-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu une énorme concurrence en face. Donc, est-ce qu'il y a quand même les bases pour confirmer ensuite? Alors, il y a les bases, mais en effet, je veux dire, on ne peut pas ignorer, alors ça ne fait pas plaisir aux fans des Broncos, mais on ne peut pas ignorer qu'ils ont joué les Giants, les Jaguars et les Jets. Ça ne diminue pas leur mérite. Enfin, tu joues qui tu joues, et Dieu sait qu'en NFL, chaque victoire est importante. Hein. Bien sûr. Des défaites surprenantes, mais on voit toutes les semaines, non. Ils ont fait le boulot, ils ont maîtrisé, donc très bien. Après, oui, ça demande confirmation. Alors là, il y a Ravens, Steelers et Riders qui arrivent, donc ça va jouer contre eux. Après, moi, j'ai un autre problème avec les Broncos. Enfin, problème, entre guillemets, ils n'y peuvent rien. Hein. Mais contrairement aux Panthers, qui normalement vont avoir 2 matchs contre les Falcons, 2 matchs contre les Saints qui sont jouables, les Broncos, ils ont quand même Kansas City, les Chargers et les Riders dans la division. Donc, si on étendait la question à est-ce que tu peux te qualifier en play-off, j'ai envie de dire ils ont autant d'armes que les Panthers, mais ils ont une division qui risque de rendre la chose très compliquée. Alors, ils sont à 3-0. Derrière, en effet, il y a Ravens, que je ne trouve pas imprenable. On en parlera dans les pronos, mais ça ne me semble pas infaisable. Steelers, avec les problèmes actuels, ce n'est pas infaisable non plus. Pour moi, les vrais tests, ce sera Raiders et Browns, parce que ça va être vraiment des attaques qui vont tester leur défense. Et là, tu vas voir si tu te retrouves dans un match, je te dis une bêtise, si les Raiders en collent 14 dans le premier quart, ça met à la fois comment dire, à l'essai la défense et Teddy Bridgewater, parce que quand il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur, ça réduit la marge d'erreur sur ce genre de quarterback. Oui, alors moi je trouve que la pression elle sera plus sur l'attaque de réussir à en faire plus, parce que la défense, même s'ils n'ont pas affronté des grosses attaques, les Von Miller, Shelby Harris, qui est certainement un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, Karim Jackson, Simmons, donc le duo de safety incroyable, même le rookie Patrick Surtain qui fait un excellent début de saison. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont déjà confirmé en NFL sur plusieurs années qu'ils avaient le niveau. Ce n'est pas des mecs qui vont prendre l'eau. Et en plus, avec un coach comme Vic Fangio, ça rend d'autant plus improbable le fait que la défense prenne l'eau. Mais en effet, la défense, elle ne pourra pas maintenir à 10 points toutes les équipes. Donc, le jour où la défense, elle va s'en prendre 24 ou 27, ce qui n'est pas énorme dans la NFL d'aujourd'hui, ce qui aurait été énorme il y a 30 ans, mais pas aujourd'hui, est-ce que l'attaque va être capable d'en mettre 27 ou 30 ? Là, il y a justement ce petit facteur Bridgewater où il va falloir faire un peu plus. C'est vrai. Alors, tu penses qu'ils peuvent aller jusqu'où? Je suis en train de regarder le calendrier. Moi, je me dis que... alors, j'ai toujours peur de dire des bêtises sur les bilans maintenant qu'il y a plus de matchs. Je pense que 10 victoires, 7 défaites, par exemple, c'est pas du tout hors de propos. C'est pas hors de propos, mais vu la division, j'ai quand même un peu de mal à le voir. Après, ils ont un grand avantage, ces 2 équipes, c'est qu'ils affrontent la NFCS. Donc, déjà, ça fait des victoires. Mais je dirais que 8-9, 9-8, moi, je verrai plus ça dessus. Mais si tu me dis qu'ils en ont fait 10, je tombe pas de ma chaise, quoi. Ouais, parce que tu as des matchs contre les Bengals, les Lions aussi. Mais par contre, il y a un monde où 9-8, tu es 3e de cette division-là. Après, voilà, c'est ça. En effet, la division va être dure. Ils vont se battre pour une place en wildcard. Et du coup, il faut qu'ils jouent sur des défaillances de la FC Nord, parce qu'avant la saison, on disait « Oh, la FC Nord, ils auront 3 qualifiés en play-off ». On avait tous les deux dit sur une émission où on était en commun. C'est vrai. Si la FC Nord commence à se cracher, parce que les Steelers, on en reparlera, mais c'est possible, mais il y a des places qui peuvent se libérer. Et d'ailleurs, les 2 rencontres à venir contre Ravens et Steelers sont hyper importantes dans cette optique-là. Hyper important. Parce que si tu tapes les Ravens après dans l'optique d'un tiebreaker... mais si tu tapes les 2, c'est incroyable. Mais déjà, il faut en prendre un des 2. Un des 2. Et puis... Franchement, je ne serais pas étonné qu'ils prennent les 2. Moi, je ne serais pas étonné du tout qu'ils prennent les 2. Mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Et alors, très intéressant dessus. Et alors, Panthers, pour terminer, playoff ou pas playoff? Parce que là, au niveau du calendrier, tu l'as dit, derrière Dallas, Eagles, Vikings, Giants, Falcons, Patriots, Cardinals, un peu plus dur. Washington, Miami, Atlanta, pareil, toujours prenable. Ils terminent dur avec Bills, Buccaneers, Saints, Buccaneers.
Mais avant, il faut faire le plein avant, quoi. Oui, mais moi, je pense que ça peut largement faire playoff. Ça peut largement faire playoff parce que, je veux dire, moi, j'avais mis les Vikings en playoff. Ils ne sont pas mauvais, les Vikings, du tout. Mais le problème, c'est qu'ils sont à une victoire de défaite. Ils ont eu 2 défaites un peu cruelles. Donc, ils prennent déjà du retard. Même si les Cardinals, éventuellement, et 49ers, et encore les 49ers, je suis pas impressionné, même si ces équipes-là prennent des spots de wildcard, il y a la place largement pour être le 3e wildcard. Donc, moi, je vois bien un 17. J'essaye, moi non plus, de ne pas me tromper avec les 17 matchs maintenant. Je vois bien un petit 17, quelque chose comme ça, et une qualification en playoff me paraît tout à fait envisageable. Je viens de compter 9, ouais, autour de la dizaine aussi. Ouais, je suis autour de la dizaine aussi. Ouais, non, mais ça me semble faisable aussi. Encore une fois, il va y avoir un petit test avec l'absence de McCaffrey sur les matchs à venir, mais c'est pas, il n'y a pas de matchs qui sont complètement hors de portée, surtout avec leur défense. Donc voilà, les 2 surprises de la saison pourraient quand même se confirmer sur le long terme. C'est la morale de ce débat. Nous, on passe à l'affiche de la semaine 4. Oui, un peu bas le jingle, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de remonter le potard. Allez, je vous le remets, qu'on soit bien dans l'ambiance. Voilà. Miami Dolphins, Indianapolis Colts. Est-ce que c'est le... Alors, oui, c'est ça, j'allais parler d'autre chose avant, mais c'est le premier truc que tu nous as dit quand on a défini cette affiche, Victor. C'est le match le plus important de l'année pour les Eagles. Donc, pourquoi ? Parce qu'on a le premier tour des Dolphins et qu'on a le premier tour des Colts si Carson Wentz joue 75% des snaps. S'il ne joue pas 75%, on aura le 2e tour. Ça, tu sais que ça n'arrivera pas. Justement, il faut qu'ils gagnent, comme ça ils sont toujours dans la course en playoff. Non, mais en effet, le fait est que même si c'est le 2e tour, ça reste important de savoir où il est. Alors, match important entre ces deux équipes qui rêvaient de play-off et qui pourraient déjà se retrouver distancés dans la course. C'est pour ça que c'est notre affiche de la semaine. Vous verrez qu'il y en avait des un peu plus glamour, mais il faut qu'on parle aussi un peu d'autres équipes. Le constat est simple, enfin la question est simple, Victor. Qu'est-ce qui cloche chez ces deux équipes ? Qu'est-ce qui devait tenir et qui n'a pas marché alors qu'il y avait quand même des espoirs plus élevés que jouer sa survie en semaine 4 ? Alors, je vais commencer avec les Dolphins. Parce que j'ai regardé en direct et j'ai fait des résumés de Dolphins Riders et j'ai re-regardé en All-22 parce que ce match m'a paru extrêmement étrange. Ils ont de la chance, une chance énorme d'être en prolongation. Ils ne doivent jamais y aller. C'est plutôt des Riders qui se foirent, mais ça, bon, c'est comme ça. Je pense que la défense est toujours au niveau. L'attaque est catastrophique. Et le premier responsable pour moi, enfin les premiers responsables, c'est des coachs. Parce que les appels de jeu sont incompréhensibles dans cette équipe. Et du coup, que ça soit Tua ou Brissett, honnêtement, pour moi, la problématique, elle reste la même. Ils ont une ligne qui est aux fraises et ils ne s'adaptent pas à ça. Et ils n'utilisent pas les joueurs qu'ils ont pour ce qu'ils sont. Jalen Waddle, si vous avez regardé l'université, c'est une des menaces profondes et les plus incroyables qu'on ait vues depuis 5 ou 6 ans. Ses stats dans ce dernier match, c'est 12 réceptions pour 58 yards. Parce qu'on lui a donné que des balles en screen, en bubble, enfin que des choses comme ça. J'ai l'impression qu'offensivement, les Dolphins sont perdus. Perdus, mais du coach au joueur, tout le monde est perdu. Les cibles, Parker, Waddle, Gesicki, essayent de sauver le truc, mais il y a un moment, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls et je suis très inquiet pour cette attaque. Il n'y a pas de jeu au sol, ils ont pris 10 sacs en 3 matchs. Enfin, c'est très compliqué. Ils sont 29e attaque de la NFL. Après, je te trouve assez sympa avec leur défense parce qu'ils prennent quand même plus de 27 points par match. Ils prennent plus de 400 yards par match. C'est pas non plus... Ouais, alors il faut recontextualiser parce que les Bills, l'attaque doit passer 10 minutes sur le terrain, donc ça n'aide pas une défense quand tu es tout le temps sur le terrain. Il y a un moment, forcément, tu fatigues. Surtout quand en face de toi, c'est une attaque des Bills, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et le dernier match, pareil, les Riders, s'en prendre 25 contre les Riders, c'est pas choquant. En plus, ils marquent un touchdown défensif, donc ils font quand même, ils apportent leur contribution au truc. Non, je trouve que ça va mieux. Ça va mieux. Et la défense est toujours là. Par contre, elle n'est pas aidée par une attaque. Parce que même quand une défense est très bonne, si elle passe 45 minutes sur le terrain, elle va finir par se fatiguer. Donc, non, je ne suis pas inquiet pour la défense. Je suis vraiment inquiet pour l'attaque. Indianapolis, le souci, c'est quoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils perdent sur les lignes alors qu'ils gagnaient avant sur les lignes ? Évidemment.
Évidemment, là encore, pour moi, il y a un vrai problème en attaque qui est la ligne. Nelson est blessé. Et je pense que vu le niveau de son début de saison, il s'est fait opérer du pied avant la saison. Il est l'ombre de lui-même depuis le début de la saison et il est à nouveau blessé. Donc, il va falloir un peu qu'il se remette à l'endroit. Et à part Kelly, le centre, c'est porte ouverte. En plus, Carson Wentz, pour le coup, qui est un joueur qui est censé jouer sur sa mobilité et qui panique parfois un peu trop souvent quand sa ligne se fissure. Hein, on l'a vu aux Eagles plusieurs fois. Bah là, en plus, il n'a pas de mobilité parce que ses 2 chevilles sont craquées. Ouais. Et son coach est très gentil, il le met sur le terrain en disant 70% de Wentz, c'est mieux que mes remplaçants. D'accord. Mais en attendant, pour le coup, Dieu sait que Carson Wentz, je veux dire, il peut être très bon, il peut être très mauvais. Mais là, il n'est pas mis dans des conditions idéales. Et même ses cibles, à part Pittman, c'est quand même très faible. Et l'autre problème, c'est là où la ligne impacte toute l'attaque, c'est que la force des Colts à la base, c'est le jeu de course. Bah oui, ça détruit leur identité. Taylor, c'est Nyheim Hines, c'est tout ça. Et là, pour l'instant, le jeu de course, il est inoffensif. Hein. Il est inoffensif. Je pense que Jonathan Taylor, là on est sur de la déception. Enfin, après, ça fait que 3 matchs. Hein. Mais on est pour l'instant sur une grosse déception. Là, je n'ai pas ces stats exactement en tête. Mais oui, si, là, je les ai. 42 rushs, 171 yards. Oui, non, c'est pas extraordinaire. Donc, pour le coup, l'attaque va pas bien. Et la défense n'est pas géniale non plus. Xavier Rhodes, qui avait un peu ressuscité l'année dernière, bah, c'est compliqué. Et puis, ça manque de playmaker. Enfin, Buckner est là. Leonard est là, mais ils ne font pas la différence. Leonard, je me suis demandé à un moment s'il n'était pas blessé aussi. Je le trouvais vraiment diminué. Blessé ou malade, je ne sais pas. Mais on va dire que la force de cette équipe, qui est en gros, en effet, les lignes, et si on étend, on va dire le front seven et la ligne offensive, bah là, aujourd'hui, ça se fissure de partout. Ouais. Du coup, dans cette opposition, qui peut se relever? Quelle escouade peut se relever? J'ai l'impression à t'entendre que la défense de Miami a quand même des arguments et que du coup, bah, face à cette ligne en galère d'Indianapolis, ils peuvent prendre le dessus et éventuellement donner une chance à leur attaque? Oui, et tu vois, avant l'émission, j'avais parié Colts et je viens m'auto-persuader de changer mon truc, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle. Hein. Ça me fera perdre un point dans les pronostics, on le sait tous. Mais oui, je pense que cette défense de Miami a les capacités de vraiment complètement écraser cette attaque des Colts, surtout si Nelson n'est pas là. Eric Fisher, il va se faire bouffer par Ogba si jamais Ogba passe de son côté ou même par Phillips. Donc, j'ai un peu de mal à imaginer les Colts marquer des points. Et Miami, je pense que s'il y a une remise en cause, je trouvais qu'en fin de match, contre les Riders, quand ils reviennent, ils jouent plus simple. Ils n'essayent pas d'être plus intelligents que les autres. Brissett prend les yards qu'il peut prendre avec ses pieds, etc. S'il continue sur cette optique de jouer simple et prendre ce que la défense donne, ça peut suffire. Ouais, je pense que... Oui, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident parce qu'on a 2 équipes très mal en point, donc c'est souvent les matchs les plus durs à pronostiquer. Je suis comme toi, je suis parti sur Colts plutôt à la base, mais on va dire, hein, cette semaine, il y a un nombre d'affiches indécises assez incroyable. Ouais. Pour toi, il se joue sur quoi ce match? Pour moi, il se joue sur Jonathan Taylor et Nyheim Hines. Ouais. S'ils font un gros match au sol et que vraiment ils installent le jeu des Colts, que ça libère un peu des play-action pour Carson Wentz et tout, ils peuvent dérouler et ça doit suffire. Mais c'est vraiment le jeu au sol qui doit se réveiller. Mais le problème, c'est que le jeu au sol, il dépend aussi de la ligne. Donc, c'est toute attaque qui doit se réveiller. Je vais rester sur Colts quand même. Donc, tu pars sur Dolphins au niveau du prono? Ouais. Très bien, on passe à tous les autres pronostics. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on 3. 1, 2, 3. Work!
Les pronostics de la semaine et avec les scores de la semaine dernière, avec un Raoul Villeroy en très très grande forme, je vous le dis, puisqu'il nous a signé un 15 sur 16. Victor et moi, nous sommes à 12, Greg et Raphaël à 11, Lucas à 10. Classement général, ça donne Greg à 33, Raoul qui remonte comme une flèche à 32, Raphaël 31, Victor 31, moi-même 30 et Lucas 27, un peu en queue de peloton. Les pronostics, on est parti sur le match du jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, donc vous l'avez peut-être déjà vu si vous nous écoutez vendredi matin. Jacksonville Jaguars qui se déplacent chez les Cincinnati Bengals. 10 sacs pour les Bengals, 4e au NFL, ils se sont trouvés un pass rush. Et du coup, ça pourrait quand même faire beaucoup de mal à une équipe de Jacksonville qui a énormément de mal à trouver du rythme cette année. Oui, de toute façon, Jacksonville, l'enjeu, c'est pas tellement la victoire, hein, c'est essayer enfin d'avoir un match complet de Trevor Lawrence, essayer d'avoir une attaque qui tourne, essayer de trouver des automatismes en défense. Enfin, je suis même pas sûr que l'objectif est de gagner. S'ils peuvent le gagner, tant mieux, mais il faut surtout qu'ils progressent. Il faut voir de la progression dans cette équipe. Par contre, les Bengals, je trouve que quelque chose est en train de se passer, vraiment. Je veux dire, dans la défense, tous les leaders répondent présents. Hendrickson, Bates, Bell, Reader, tout le monde. La connexion Chase Burrow, évidemment, est au top. Je veux dire, la ligne offensive doit être meilleure. Hein. On sait qu'ils ne sont pas très longs, mais il est en train de se passer quelque chose. Donc, clairement, Bengals pour moi. Allez, Bengals pour tout le monde. Dimanche 3 octobre, Falcons, Washington, 19h. On part sur les matchs de 19h, évidemment. L'affreuse défense de Washington est à la relance. Et je vais vous dire, j'en ai plus rien à faire parce que je les ai échangés contre les Rams dans ma fantasy. Donc, ça me dérange les Rams. Et ouais, mardi, j'étais triste. Et puis, j'ai réussi à récupérer les Rams. Alors là, je vais vous dire que je suis heureux. Est-ce que, du coup, les Falcons ont une chance? Parce que j'ai l'impression qu'on a vu Washington trop beau. Cette défense est en galère. Et du coup, avec Matt Ryan, Kyle Pitts, tout ça, il y a peut-être un truc à faire. Je sais pas, maintenant que je sais que tu les as pu en fantasy et qu'il n'y a plus la Matei Kers, moi je me dis qu'ils vont prendre 120 yards par match. Peut-être. Non, je pense en effet que l'attaque des Falcons est en train de prendre. C'est pas extraordinaire, hein, c'est pas rayonnant, mais bon, Ridley c'est mieux, Pitts c'est mieux, Lowell c'est mieux. Notre cher ami Mayfield qui avait fait un premier match kata, ça va mieux sur la ligne. Donc, globalement, l'attaque, ça va. La défense, toujours catastrophique. De toute façon, à part Grady Jarrett, tout est à jeter. Donc, bon. Mais de l'autre côté, en effet, l'attaque de Washington, pardon, j'ai failli faire une bêtise. L'attaque de Washington n'est pas flamboyante. Et la défense, qui devait être à base du jeu, elle se prend 450 yards par match. Donc, moi, sauf un sursaut, j'ai envie de jouer Falcons, qui sort d'une victoire avec un peu de confiance, etc. Donc Falcons pour toi alors. Oui. Moi je vais donner une dernière chance à Washington. Dernière chance. Bills Texans, un des duels les plus déséquilibrés de la semaine. Buffalo qui peut essayer de mettre un peu en marche son pass rush, ce serait un des enjeux. La dernière fois on disait qu'il faudrait qu'ils mettent en marche l'attaque avec Josh Allen, c'est fait, donc peut-être le pass rush maintenant. Oui, le pass rush, ils ont eu un petit match sans et 2 matchs corrects. Donc, mais globalement, comme tu l'as dit, l'enjeu, c'était l'attaque. Et on a retrouvé le Josh Allen de l'année dernière. Enfin, le dernier match, c'est une démonstration. La défense est au niveau de 2019. Matt Milano, pour moi, c'est dans la discussion du joueur défensif de l'année pour l'instant après 3 matchs. C'est la troisième défense derrière les Panthers et les Broncos. Ouais. Je vois aucune raison de jouer Houston. Le seul enjeu pour Houston, c'est est-ce que David Mills va progresser? Alors les Bills pour tout le monde. Bills. Bears, Lions, on ne sait pas encore qui va jouer quarterback pour Chicago au moment où on se parle. Les Lions étaient quand même dans tous les matchs. Est-ce que c'est pas une bonne occasion de débloquer leur compteur? C'est qui le kicker des Bears déjà? Je me demande pas, un ami. Non, mais en soi, je suis d'accord que Détroit n'est pas ridicule. Détroit n'est pas ridicule. Comme tu as dit, ils ont fait un comeback avorté face aux Niners. Là, franchement, perdre un match sur un field goal de 66 yards avec en plus une petite erreur d'arbitrage juste avant, c'est sûr que c'est cruel. Oui, c'est tellement Lions en même temps, mais c'est cruel. Et les Bears, vous en avez parlé dans le débrief, on ne va pas refaire le match, mais alors il va falloir changer de plan de jeu. Parce que Justin Fields, je ne sais pas s'ils l'ont regardé en université,
Mais c'est pas comme ça que joue Justin Fields. Hein. Là, ils ont mis le playbook d'Andy Dalton et ils ont dit à Justin Fields, tu vas faire ça. Ben non, c'est pas ça son jeu. Il est un peu plus mobile, il peut jouer un peu plus dans le mouvement avec des tracés un peu différents. Donc, moi, je sais que c'est normal de jouer Lions, entre guillemets, parce qu'ils sont plus rassurants. Mais moi, je pars sur le revenge game des Bears. Okay. Justin Fields, qui aura eu une semaine avec son playbook pour s'adapter, même si le coach a dit n'importe qui peut starter dans cette équipe. Apparemment, Dalton, c'est quand même pas la santé n'est pas extraordinaire. Donc, et je pense que la défense peut faire le boulot. Donc, je vais jouer Bears en sachant que c'est pas les favoris. Donc, les Bears pour toi, ce sera les Lions pour moi. Je l'ai dit, je trouve qu'ils sont dans tous les matchs. Donc, on va y aller là-dessus. Cowboys, Panthers, belle opposition de style entre la défense des Panthers, dont on a beaucoup parlé, et l'attaque de Dallas qui enchaîne les points et les yards et tout ça. Il n'y a pas de Christian McCaffrey, du coup, dans ce match côté Panthers. Moi, je vais y aller sur Dallas parce que, justement, là-dessus, la puissance de feu devrait quand même être un peu supérieure. Et encore une fois, il y a des qualités à Carolina, mais là, on est face à une équipe solide quand même de Dallas, surtout qui a progressé en défense ces dernières semaines. Donc, je pense qu'il y a de la place pour Dallas. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez étonné par la défense des Cowboys dans le bon sens du terme. L'attaque, on savait. Que ça allait tourner, ça allait faire des valises de yards. On n'est pas surpris. La défense va bien et surtout, l'impact des rookies est incroyable. Micah Parsons, au premier tour, c'est déjà le meilleur défenseur de cette escouade. Et Ozzy Odigizua de UCLA est incroyable sur l'intérieur de la ligne. Donc, tout va bien à Dallas et je pense que j'aime beaucoup les Panthers en ce début de saison. Mais celui-là, il va être quand même très dur à aller chercher. Donc, je donne les Cowboys aussi. Cowboys pour tout le monde. Dolphins, Colts. On a dit Dolphins pour toi, Colts pour moi. Vikings, Browns. Belle opposition dans deux équipes qui cherchent la course au playoff. Hein. Ça va tester la solidité des Browns quand même. Ils ont fait un énorme match défensif contre Chicago, mais on l'a dit, Chicago n'était pas super bien préparé. Là, contre les Vikings, ils vont avoir des choses à contenir, les Browns. Hein. Ah bah, ça va être un test pour les deux défenses. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est... Il y a deux attaques qui tournent, hein, ça, on n'a pas de doute. Les deux défenses vont avoir peut-être un peu plus de mal, mais quand même, moi, je donne avantage à Cleveland, je le dis tout de suite, parce que malgré tout, cette défense, il y a Myles Garrett, il y a Jadeveon Clowney, il y a Jeremiah Owusu-Koramoah qui fait un début de saison absolument extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a un peu plus d'armes à Cleveland. Il risque d'y avoir des points. On dit ça, et en général, c'est celui-là qui finit à 20-17, mais bon. Il risque d'y avoir des points, et je pense que Cleveland arrivera à l'emporter. Cleveland pour moi aussi. Saints, Giants, un match plutôt déséquilibré quand même si on sait que les Saints, c'est pas encore l'assurance totale avec Jameis Winston, mais je pense qu'ils ont la défense pour bien embêter Daniel Jones, Saquon Barkley et compagnie, et puis Jameis Winston pourra mettre les points suffisants, non? Oui, le problème de Daniel Jones, c'est qu'il est bon cette année, mais alors il est seul. Il est abandonné par sa ligne. Et la défense est pour moi une des grosses déceptions. Décidément, les défenses de NFCS sont une déception parce que Washington et Giants aussi. Et en plus, ils viennent de perdre Blake Martinez. Donc bon, on n'est jamais à l'abri du fameux Winston Game à 4 interceptions, mais je pense que les Saints ils vont jouer comme contre les Patriots, simple, propre, et ça va passer. J'attends plus de Alvin Kamara, par contre, qui depuis le début de la saison est quand même très problématique, je trouve. C'est peut-être trop dur, mais ils sont 31e attaque en nombre de yards. Kamara, il a 239 yards en 3 matchs. On en attend plus. Donc, j'attends des coachs qui utilisent mieux Kamara. Oui, moi, je pense qu'encore une fois, ça devrait être un match plutôt tranquille en théorie pour les Saints. Les Jets reçoivent les Titans. Bon, là, on est sur un des matchs les plus déséquilibrés de la semaine. Je crois qu'on ne va pas tergiverser 1000 ans pour dire que les Titans sont ultra favoris. En plus, les Jets viennent de perdre Marcus May, une nouvelle absence de plus. Enfin, c'est terrible pour cette équipe, ce qui se passe. Moi, j'ai juste une stat pour montrer à quel point c'est compliqué pour Zach Wilson. Il y a eu 19 sacs depuis le début de la saison parce que des quarterbacks gardaient la balle plus de 4 secondes et demie. Et en général, quand c'est plus de 4 secondes et demie, on dit que c'est plutôt la faute du quarterback qui aurait dû avancer dehors que de la ligne. Ouais. Sur les 19 sur toute la ligue, il y en a 9 pour Zach Wilson. C'est-à-dire que soit il lance trop vite, soit il garde trop la balle, mais il n'y a rien qui va. Et les Titans... Quoi ? Non, je disais, il a un petit problème de tempo.
Oui, et du côté des Titans, ça remonte bien. Hein. Ouais. Il y a eu cet accident industriel en semaine 1. Et depuis, ça a retrouvé les bases, ça joue bien, donc pas de problème. Attention quand même, hein, ils risquent de ne pas avoir Julio Jones ni AJ Brown dans ce match. Après, ils auront toujours Derrick Henry. Ils sont Derrick Henry, ça suffira. Eagles-Chiefs, retrouvailles entre Andy Reid et les Eagles. C'est un des 7 coachs dans l'histoire qui a joué le Super Bowl avec 2 équipes différentes, donc les Eagles et les Chiefs. Est-ce que tu connais les 6 autres? C'est le moment quiz. Je sais que tu aimes bien l'histoire. Ouais, mais alors là, quand on jouait 2... Des coachs qui ont joué 2 Super Bowls, enfin, qui ont joué le Super Bowl. Plus fort sur des joueurs avec que sur 2 des équipes. Coachs, mais... tu comptes pas les coordinateurs, enfin, tu les comptes pas en tant que coordinateur. Non, coach principal, je pense. Ouais. Holmgren. Mike Holmgren avec les Packers et les Seahawks. Ok. Qui peut y avoir d'autres? Là, je suis en train de faire les récents, mais... C'est plus ancien. C'est plus ancien. Il y a le coach du Greatest Show on Turf. Ah bon? Ouais, Dick Vermeil, il l'a joué avec les Eagles. Ah oui, je suis con. Pardon, je suis bête. Oui, Eagles bien sûr, Rams. il le joue en 80. Ouais, bien sûr. Eagles et Rams. Le plus récent, c'est avec les Broncos et les Panthers. Avec les Broncos et les Panthers. Les Panthers, c'était pas Ron Rivera? Non. Avant, le Panthers qui joue les Patriots avec Jake Delhomme. Ah! Oh là! De l'homme Mohamed Steve Smith, je ne sais plus qui était entraîneur. John Fox. John Fox, d'accord. Qui le joue ensuite. Je vais te donner les autres pour pas. Ouais, vas-y, mais là, la journée, je suis particulièrement nul. Ouais. Alors, Don Shula avec les Colts et les Dolphins, Bill Parcells avec les Giants et les Patriots, Dan Reeves avec les Broncos et les Falcons. Et donc, les 3 derniers, Dick Vermeil, Mike Holmgren et John Fox. Mike Holmgren, c'était Packers Seahawks. Je pense qu'au calme, j'en trouve 4 ou 5, mais tant pis. Bon. Là, c'est la pression de l'antenne. Donc, Eagles-Chiefs, malheureusement pour toi, les Chiefs semblent quand même assez favoris, même si leur défense est catastrophique. Mais ils vont à minima réduire le nombre d'erreurs et de ballons perdus parce que ça les a un peu énervés là, depuis 2 semaines et ça devrait pas être trop dur quand même. Oui, normalement, il n'y a pas trop de problème. Tu dis, Andy Reid qui a passé 13 ans ici donc, et qui lance des petits tacles à Nick Sirianni. Non, globalement, ils vont prendre des points, je pense, Kansas, mais ils en marqueront largement plus. Comme tu dis, le gros problème, c'est les turnovers. Ils sont 2e de la ligue pour l'instant, à 21,4% des drives. Il n'y a que les Jaguars qui font pire. Donc, clairement, il faut réduire ça. Mais enfin, Mahomes, on ne s'inquiète pas. Il a eu 2 matchs moyens, mais enfin, ça va revenir. Il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer les Eagles gêner cette équipe. Alors, Chiefs pour tout le monde. Rams, Cardinals, c'est une très belle affiche. Ça aurait pu être l'affiche de la semaine, mais on a beaucoup parlé des Rams dans les dernières émissions. Donc, on ne l'a pas mis en avant. 2 belles attaques. Les Rams ont la meilleure défense. Est-ce que ça fait la différence? C'est une bonne question. Clairement, ça peut aller dans tous les sens. C'est un match de division. Les Rams sortent d'une victoire très importante, donc il peut y avoir une décompression. Les Cardinals ont sûrement envie de prouver. NFC-Est et NFC West, en général, les matchs de division sont très imprévisibles. J'ai bien aimé les Cardinals, leur victoire face aux Jaguars, paradoxalement, parce qu'ils ont joué avec le cœur et ils sont allés à chercher avec les dents ce qu'ils n'étaient pas forcément capables de faire l'année dernière. Donc, s'ils commencent à aller gagner ces matchs où ils jouent pas très bien, je suis assez optimiste pour eux. Après, c'est vrai que les Rams, là, depuis le début de la saison, c'est la meilleure équipe de la ligue. Il n'y a pas un jeu au sol extraordinaire, mais enfin, Super Bowl de l'année dernière, c'était Chiefs Buccaneers, donc comme quoi vous n'avez plus besoin d'un jeu au sol extraordinaire pour aller au Super Bowl. Donc, il y a des sur Justin Hollins qui est embêtante, même si Kenny Young a fait un bon match. Mais globalement, je pense que les Rams ont plus d'armes, mais alors clairement, c'est le genre de match qui est à 52-48. Quoi. Les Rams quand même. Oui, les Rams quand même. Tu n'oses pas la surprise? Non. Les Rams. Pour tout le monde, 49ers Seahawks, parce que oui, double dose d'opposition NFC West cette semaine. Danger pour Seattle, mine de rien, qui peut tomber à 1 victoire, 3 défaites dans une division aussi relevée, ça ne pardonnerait pas. Moi, je vais te dire, je mise sur une réaction offensive de Seattle qui déborde un peu San Francisco. San Francisco qui est quand même en pénurie de coureurs et qui... Voilà, je mise sur la réaction de Seattle. Donc, Seattle pour moi. Ah là, on est sur le fameux force contre force, faiblesse contre faiblesse, parce que l'attaque malade des 49ers contre la défense malade des Seahawks. Par contre, 2 excellents coachs. Non, moi, cette défense des Seahawks m'inquiète trop. Enfin, je veux dire, à part Bobby Wagner, qui est un phare dans la nuit, clairement,
Ça m'inquiète trop et je ne vois pas l'attaque des Niners passer à côté une troisième fois d'affilée. Je pense qu'il y a un moment, Shanahan, même si je pense que certains le voient trop beau, Shanahan, mais Shanahan, il va trouver les solutions. Il y a une bonne offensive line. Et la défense fera le boulot sous impulsion des Bosa et des Armstead. Donc, moi, je mise 49ers. Ok, Broncos-Ravens, on est à 22h25. Moi, j'ai dit quand on parlait des Broncos et des Panthers, celui-là, il me semble pas imprenable parce que je trouve que Baltimore vit trop sur des coups d'éclat et vit un peu sur la limite ces derniers temps. Et je pense qu'à Denver, écoute, même si avec l'air ambiant à Denver, Justin Tucker pourra frapper des field goals d'à peu près n'importe où sur le terrain, puisque je crois qu'il a déjà annoncé qu'il aimerait bien battre son record là-bas. Mais je pense que Baltimore vit trop sur des coups d'éclat et que sur la lancée, la confiance, l'envie aussi de prouver probablement que ce n'était pas du fait du calendrier, les Broncos prennent celui-là pour moi, donc je vais dire Denver. Clairement, il est serré. Oui, s'il veut faire un field goal à 70 yards, normalement, Denver, selon les lois de la physique, c'est là où tu as le plus de chances de le faire. Mais moi, il y a un moment, Lamar Jackson, je trouve bon depuis le début de la saison. Mais alors, quand on disait l'année dernière, il n'est pas aidé par ses receveurs, il n'est pas aidé cette année non plus. Sammy Watkins, on en attendait beaucoup, ça drop. Hollywood Brown, il fait de la séparation une fois sur 12. Alors, Batman est sur le chemin du retour. Ouais. Rashad Bateman, le premier tour qui vient de Minnesota. C'est Bateman, mais par. Oui, je vois. Avec le jeu de mots, Batman. Quoi. Mais pour le coup, je pense qu'il serait un peu juste peut-être pour cette semaine. Malgré tout, j'ai envie de dire qu'au point, je vois les Ravens l'emporter, mais comme tu l'as dit, là, on est sur du 50-50. Allez, donc encore un pronostic différent. Packers, Steelers, Ben Roethlisberger qui suit Aaron Rodgers sur ce qu'on a vu depuis 2 semaines, ça paraît dur à imaginer. Pardon, mais les gens vont trouver... Enfin, c'est horrible, je suis dur avec les Steelers depuis le début de la saison, mais Ben Roethlisberger, va falloir accepter que c'est probablement fini. C'est vraiment trop dur. Et en plus, avec la ligne qui ne l'aide pas, là, l'attaque, elle est sans idée. Et même la défense n'est pas aussi incroyable qu'on attendait parce que les Devin Bush et Minka Fitzpatrick, tout ça, on attend qu'ils fassent des gros plays. Non, là, Alors, il y a Cam Hayward, par contre, qui lui aussi est dans la course du défenseur de l'année. Parce que alors lui, faut le voir, c'est quelque chose. Mais non, je pense que ça va être trop dur. Là. Je pense même que ça peut être une fessée. Donc Packers pour tout le monde. Et c'est la première fois que ces 2 équipes se rejouent depuis le Super Bowl en 2011. Ça fait 10 piges qui ne se sont pas... En tout cas, ça fait 10 piges. C'est pas possible. Alors attends, ça fait 10 piges, pardon, je te dis une bêtise, que Rodgers... tous les 4 ans. Oui, non, ça fait 10 piges que Rodgers n'a pas affronté les Steelers. Donc il a dû avoir des pépins en tout genre ou quoi. Mais en tout cas, oui, il n'a pas croisé plus souvent les Steelers. Les Patriots contre les Buccaneers, c'est le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Tu lèves la main, pourquoi donc ? Le retour de l'enfant. Ah oui, voilà, c'est retour du prodige. C'est l'affiche attendue pour le retour de Brady à New England, aussi parce que Brady a besoin d'un peu moins de 70 yards pour dépasser Drew Brees pour le plus grand nombre de yards gagnés à la passe dans l'histoire. Donc, ça va être doublement historique. Après, on voit difficilement les Patriots l'embêter sur ce match. Non, mais les dieux du football ont quelque chose avec Brady parce qu'ils lui donnent 7 titres et en plus, ils lui font battre les records. À New England, il y a un truc. Oui, globalement, les Buccaneers, c'est très fort en attaque. C'est inquiétant en défense, mais pas suffisamment inquiétant pour que j'imagine les Patriots les embêter. Les Patriots ont fait un mauvais match la semaine dernière. Alors, Mac Jones est pas mal intercepté, mais alors il n'est pas aidé par un Jonnu Smith, serial dropper. Donc, non, je pense qu'il y a trop d'armes. Il y a trop d'armes du côté des Buccaneers pour perdre. Par contre, j'attends de voir la défense parce qu'il va falloir commencer à jouer là. On termine avec Los Angeles Chargers contre Las Vegas Raiders. Ce sera le match dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Belle affiche d'ailleurs. C'est 2 équipes qui sont beaucoup croisées parce que les Chargers étaient à San Diego, après sont montés à Los Angeles. C'est là où les Raiders ont joué dans les années 80 et où ils voulaient revenir en même temps que les Chargers. Mais finalement, ils n'ont pas eu la place, donc ils se sont barrés à Vegas. Qu'est-ce que ça va donner ce match ? C'est un beau match quand même, Chargers. C'est encore Raiders. Un 50-50. Ouais, c'est un très beau match. Moi, je trouve que sur l'élan, moi, je vais jouer les Raiders parce que l'attaque est vraiment très productive, que la défense joue bien, mais aucun résultat ne m'étonnerait. Sur l'élan, les Chargers, ils viennent de battre les Chiefs. C'est pas vrai mal aussi. C'est vrai aussi.
Moi, j'ai envie de dire les Chargers. J'ai été un peu déçu par la fin de match Raiders-Dolphins. Vous voyez que ça me travaille, ça fait 3 fois que j'en parle, mais je trouve vraiment qu'il y a eu un moment où ça a déconnecté, donc c'était peut-être juste temporaire, comme ça peut arriver dans une saison. Mais là, j'ai envie de dire que je fais ma petite spéciale. C'est quand je ne sais pas quoi jouer, je joue l'équipe à domicile. Encore que, est-ce que vraiment ça sera à domicile? À mon avis, 75% du stade aura un maillot noir. Ouais, les Raiders à Los Angeles. Oui, c'est d'ailleurs incroyable parce que les Raiders à Los Angeles, ça n'a pas non plus été victoire sur victoire. C'est plus à Oakland avant et après qu'ils ont gagné des matchs. Mais oui, je pense que les Chargers, quand même, Justin Herbert, il y a un moment, il va falloir se poser et parler de ça parce que ce qu'il fait en une saison et demie, on est sur des bases historiques. Mais on se gardera peut-être un petit débat sur les meilleurs jeunes quarterbacks ou quelque chose comme ça. Ouais. Non, mais c'est juste quand on voit tous les rookies qui ont du mal cette année, vous vous dites que lui, il a été lancé dans le bain 5 minutes avant le coup d'envoi parce qu'il y a un médecin qui a perforé le poumon de Tyrod Taylor. Ah, mais des fois, c'est mieux. Ça évite de gamberger. Non, mais et depuis... D'ailleurs, ce médecin, j'espère qu'ils lui feront parvenir une bague si un jour ils en ont une avec Herbert. Il sera peut-être dans le Ring of Honor de la franchise dans 10 ans. On passe au code de la semaine. Les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet. Victor, est-ce que tu en as une sous la main ou est-ce que tu veux que je commence? Alors, vas-y, commence, que moi, j'hésite entre deux. Moi, j'ai 2-3 petits trucs qui me plaisent pas mal. J'ai dit que les Lions allaient gagner leur premier match. Alors, parier sur une équipe à 0-3, je vois que c'est celle-là que tu avais en vue. C'est une de... Mais vas-y, j'en ai d'autres. Vas-y. Alors, sinon, moi, je disais que j'avais confiance dans les Raiders. Donc, ça ne me dérange pas d'aller sur les Raiders à 2,25. Parce que pour le coup, c'est un match 50-50, mais il y a une belle cote pour Las Vegas. Donc j'irai sur les Raiders à 2,25. Oui, alors moi, j'ai parié les Bears. Je suis très étonné de voir que 66% des gens ont parié les Bears. Enfin bon. Et du coup, même si j'ai parié les Bears, il faut avouer que les Lions à 2,11, ça se joue. Hein, ça se joue. Et j'avais aussi quand même les Falcons à 1,86. Je trouvais que ça pouvait se défendre aussi. Mais globalement, tous les matchs 50-50, là, il y a des belles choses à aller chercher. Oui, je suis en train de regarder aussi. En effet, les Seahawks à 2,12. Oui, j'allais dire le Colts Dolphins qui est incertain. Du coup, ça fait des cotes à 2 pour les Colts. Le Vikings Browns, si vous croyez en Minnesota, ça fait 1,99. Si vous voulez une cote un truc plus conservateur, d'ailleurs, les Titans et les Chiefs sont à 1,27 par exemple, ce qui est pas des cotes affolantes, mais là, pour le coup, on est sur des trucs un peu plus sûrs. Bon, si jamais vous voulez vraiment jouer le kamikaze, il y a les Texans. Hein. Chez Unibet, ils ont décidé que la saison était terminée. Les Texans, c'est 6,75. Buffalo 1,05. Donc, voilà. Écoute, moi, sur ce que tu disais, pour compléter à 3, là, le Lions à 2,11, le Raiders à 2,25 et le Seahawks à 2,12. Allez, moi, ça me va. Donc, Seahawks à 2,12, Raiders 2,25, Lions à 2,11 et ça fait 5 € misés, 50,32 € de gain potentiel sur le combiné. Si vous voulez vous faire un petit YOLO, bon, alors, attendez, les Patriots, c'est haut quand même. Tiens, les Cardinals qui taperaient les Rams, est-ce que c'est si... non, c'est pas improbable. Tu vois, je le mets dans le YOLO. Ouais. Je nous rajoute Minnesota qui upset les Browns. Minnesota qui upset les Browns. Et puis, les Colts. Tiens, attends, ils sont à combien les Broncos? Oui. 1,81. Ah, ils sont même favoris contre les Ravens, tiens. Je l'aurais pas. Ouais, 1,81, 1,83. Ouais. Eh bien, écoute, on va mettre les Ravens, alors, la plus grosse cote des deux. Donc, on se fait un petit YOLO avec les Lions, Raiders, Seahawks qu'on avait dit, Cardinals 2,65, Vikings 1,99 et Ravens 1,83. 5 € misés, 524,10 € de gain potentiel. Voilà donc pour ces cotes et voilà pour l'épisode numéro 436 du podcast Jean Actu. Merci de nous écouter. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Mes excuses, vous avez sûrement entendu quelques petits bruits désagréables ou étranges pendant l'émission. J'ai réalisé que le mute, le bouton pour couper le son de ma carte son, en fait, coupait aussi le retour que j'avais de Victor. Donc, je ne pouvais pas couper tout à chaque fois que je me mouchais, /éternuais, /toussais. Donc, toutes mes excuses. J'ai essayé de couvrir le micro au maximum, mais ça n'a peut-être pas été optimal. Alain est questionable pour le fauteuil. On vous tient au courant parce que Lucas a des envies de prendre la place du chef. Donc, s'il y a un putsch,
On le fera suivre en direct sur Twitter. Ouais, je suis dégoûté parce que c'est mon premier passage sur la liste des blessés depuis 2 ans. J'étais sans rhume, sans rien depuis 2 ans. J'étais tellement fier de moi. Et la fin de série terrible je suis une boule de morve humaine depuis ce matin. C'est terrible. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, @Victor Roulier pour Victor sur Twitter, @Alain Mattei. Pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Je ne retrouve plus mon générique de fin. Il est là. Merci beaucoup, Victor. Merci. On se retrouve dans le fauteuil à 18h. On parlera destination. Dans quelle équipe NFL voudriez-vous jouer ? On en parle dimanche. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.